Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co et à retrouver aussi en podcast partout, en replay sur YouTube. Enfin, on est partout parce qu'on a plein de choses intéressantes à vous raconter. Et aujourd'hui, direction les étoiles, on en a déjà parlé, c'est le numéro spécial Starfield. Alors, est-ce qu'on va vous en mettre plein les yeux ou pas? On verra ça avec nos deux experts du jour. Bonjour Alexandre Cortès. Bonjour. Rédacteur en chef chez Gamecult, qui s'est essayé à la virée spatiale aussi. Tu vas pouvoir nous en raconter plein de choses, de belles choses. On va voir. J'ai hâte. Voilà. Et le retour de l'homme à la manucure parfaite. J'ai nommé Maxime Claudel. Bonjour Maxime. Bonjour, aujourd'hui elle est couleur étoile. Ouais, étoilée. Parce que je suis quelqu'un qui a sorti... Tu suis la thématique, c'est ça que j'aime bien avec toi. Tout à fait. Voilà, journaliste chez Numérama, toujours. Toujours. Starfield aussi. Starfield aussi. Beaucoup. Mais bon. Beaucoup. On ne va pas parler que de Starfield, mais évidemment, on va beaucoup en parler parce que c'est un peu la sortie de la semaine, du mois. De l'année pour Microsoft. Pour Microsoft de l'année. On verra justement si ça vaut le coup de dépenser 157 heures, voire plus, dessus. Mais on va déjà démarrer avec l'actu à chaud parce qu'il y a aussi des choses à se raconter. Avant d'attaquer le gros morceau Starfield, on va parler de 3 petites actus, si on y arrive. Déjà, la sortie d'une nouvelle console portable PC, parce que c'est définitivement la période et la mode. Donc, voici venu le Lenovo Legion Go. Alors, pour vous situer à peu près, c'est un Steam Deck et une ROG Ally pour le format et la puissance. Et c'est un peu la Nintendo Switch pour les fonctions. C'est un peu sa grosse différence quand même, non, ce Lenovo ? J'ai l'impression qu'ils essayent de trouver des gimmicks pour se différencier. Donc le Steam Deck, c'était un espèce de prototype. Hein. Quand on regarde le reste du marché aujourd'hui, on se dit c'est un peu le prototype. Asus est arrivé avec un truc encore plus puissant qui tourne sous Windows, donc plus polyvalent, etc. Et là, tu as Legion qui, en gros, c'est la même architecture que la ROG Ally, avec en plus des petits Joy-Con sur les côtés que tu peux détacher. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a une... Enfin, moi, j'ai pas essayé. Toi, tu l'as essayé, je crois. Moi, j'ai essayé un peu, Est-ce qu'il y a une vraie plus-value avoir des Joy-Con sur un PC? Je sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un mode FPS qui a l'air pas mal. Il y a une petite béquille pour la tenir. Pourquoi pas, en fait. Mais parce qu'en fait, c'est un parpaing. On va appeler ça. Ça. Alors, l'écran est très grand. On a 8 pouces, donc c'est déjà la plus grande de toute sa catégorie. Elle pèse quand même 850 grammes, hein, Alexandre. Tu l'as eu en main ou pas encore? Non, je ne l'ai pas eu dans les mains, mais justement, le poids et l'ergonomie, c'est un peu ce qui m'effraie, dans le sens où déjà, quand tu tiens une Switch, tu commences à avoir des fourmis dans les mains au bout d'un moment. Alors, un truc là, tu as une triple Switch, je te préviens tout de suite. Je suis pas hyper confiant au niveau du poids et de l'ergonomie après même une heure de jeu à peine. Je pense que tu vas les sentir dans tes doigts. Alors, c'est très bien. Moi, je vous le dis, le côté justement des manettes détachables à la Switch, parce que c'est complètement inspiré, la béquille. C'est la Switch Pro, en fait. C'est ça, on ne savait pas. C'est un Legion Go, en fait, la Switch Pro. C'est très bien parce qu'en effet, au bout d'un moment, ça pèse quand même. C'est pratique. C'est j'allais dire une tablette, pas du tout, une console PC sous Windows qui bascule vraiment en mode PC dans le sens où la manette de droite, quand vous la détachez, vous avez un petit socle aimanté et ça devient une souris. Ouais. Alors ça, franchement, c'est une belle trouvaille. Alors, moi, la bureautique sur ces consoles-là, même sur la ROG, on nous a vendu le côté bureautique, je ne sais pas comment. Il faut le brancher vraiment à un écran et mettre un clavier, s'en servir comme un PC portatif. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un marché pour ça, vraiment, ou est-ce qu'il commence à y avoir trop de monde? Moi, le truc qui me fait peur avec ces consoles, c'est que tu as l'impression que, comme je disais, c'est des gimmicks et c'est vraiment la course ou toujours plus. Là, je crois que l'écran, c'est même pas un 1080p. C'est une résolution QHD+, QHD+, donc à force, ça n'a plus de sens d'avoir des perfs comme ça dans le creux de la main. Et donc, il y a une espèce de course à la puissance qui fait que, après, moi, je pense qu'il y a un micro-marché parce que tous les gens qui ont des ROG Ally sont heureux, tous les gens qui ont des Steam Deck sont heureux. Donc, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose à creuser. Ceux qui voient les images, qui regardent l'émission en vidéo, donc ça, c'est la taille des manettes dans mes mains à moi, pour vous donner une idée. Point à noter quand même, par rapport à ceux qui auraient peur du Joy-Con Drift. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est une technologie spéciale qui est anti-drift, normalement. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, je ne sais plus le nom, mais c'est une technologie, c'est pas la même, justement. C'est pas la même que dans les Joy-Con, ni même dans celle de DualShock qui avait fait le problème. Après, moi, il y a un truc qui m'embête justement dans cette course à l'armement dont tu parles, c'est que j'ai l'impression que les constructeurs ont un peu tendance à laisser tomber totalement l'interface. Le Steam Deck, ça reste un prototype, mais ça reste quand même l'interface Big Picture
quand même vachement agréable, surtout quand t'es pas habitué au PC. Alors que la ROG Ally et le cas de la Lenovo, en fait, comme ça va être Windows, je sais qu'il y a plein de gens en fait, que ça va rebuter. Au fait, il y a un vrai travail à faire sur l'interface pour ces consoles-là qui n'a pas encore été trop fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu négligé en fait, au profit de la puissance de la course à l'armement. Puis surtout que tu sais que comme c'est pas un OS propriétaire, t'es pas à l'abri que dans 2 ans, la prochaine mise à jour de Windows ne fasse plus marcher ces consoles, quoi. Moi, j'ai eu pour une raison X ou Y. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que que Microsoft fasse un Windows console, quoi, pour ces consoles-là. C'est vrai que ça manque. Qui sera un équivalent de SteamOS, parce que c'est vrai que pour le coup, le gros avantage du Steam Deck, c'est que, ok, c'est une architecture PC à l'intérieur, mais quand tu l'allumes, c'est une console, quoi. Là, quand tu l'allumes, c'est Windows. Il faut, comme chez Asus, la Armoury Crate en mais surcouche. Ça reste un palliatif plus qu'une solution, quoi. Tu veux que je te dise ce qui manque et ce qui aurait été génial là? Attention, c'est Windows 8 et ces fameuses tuiles, parce que ça aurait été complètement adapté au fonctionnement d'une... On a tellement décrié ce pauvre Windows 8 tout pété, mais là, il aurait été quand même fort utile. Donc voilà, c'est la nouvelle... le Lenovo Legion Go qui arrive au mois d'octobre à 800 €. Qui est le même prix que la ROG. Et plus ou moins que le Steam Deck équivalent, parce que le Steam Deck à 512, il doit être à 700 €, je crois. Oui, c'est ça, 512 Go de stockage et tout, avec possibilité d'augmenter. Bon, c'est une belle bête. Est-ce qu'il y a un marché? On a donc en tout cas de plus en plus d'acteurs. Si on a de plus en plus, c'est qu'il y en a un. Je voulais parler avec vous, messieurs, d'un autre sujet qui est tombé hier. On sait qu'il y a actuellement une grève à Hollywood des acteurs. Face aux productions, face notamment à la peur de l'IA. Elle va peut-être bientôt toucher le secteur du jeu vidéo. Hier, la Screen Actors Guild, donc qui est le gros syndicat, a montré une lettre pour interpeller justement les éditeurs de jeux vidéo et incite les doubleurs de jeux et les acteurs de motion capture à faire grève, ce qui pourrait engendrer un retard de beaucoup de jeux. Est-ce que c'est quelque chose qui semble inéluctable, Alex? De mon point de vue, oui, puisqu'il y a il y a un débat en fait qui n'a pas encore eu lieu dans le jeu vidéo autour de l'IA, de son utilisation et surtout de l'éthique autour de l'utilisation de l'IA. Il y a plein d'acteurs qui commencent à tenter des choses comme Ubisoft avec son logiciel d'écriture procédurale. Mais c'est de l'écriture. Ouais. Mais justement, pour le moment, ils se contentent juste de l'écriture parce qu'il y a une barrière morale et éthique qu'on ne peut pas trop se permettre de franchir pour le moment. Et je ne sais pas trop si Ubisoft a envie d'être les premiers à la franchir. J'ai l'impression que tous les éditeurs sont très intéressés, puisque pour eux, c'est une réduction des coûts, de beaucoup de choses qui sont assez évidentes. Mais d'un point de vue moral, ça reste quand même assez compliqué. Et j'ai l'impression qu'on hésite encore à franchir cette ligne. Maxime, tu penses que les acteurs ont raison? Alors là, on voit la liste de tous les éditeurs, enfin d'une première partie des éditeurs qui sont concernés, qui vont recevoir donc la lettre, si elle part, parce qu'en fait, pour le moment, les acteurs vont tous se rassembler et décider, voter s'ils sont OK. On a quand même Epic Games, Electronic Arts. Alors Disney, c'est surtout pour les voix des productions. Take-Two Production, ça intègre notamment Rockstar, et donc possiblement GTA 6 qui pourrait être impacté, Warner Bros Games aussi, donc ça c'est Wolverine, si vous attendiez de nouvelles images, vous risquez d'attendre encore un petit peu. Insomniac, Wolverine. Alors Insomniac Games, c'est Insomniac Games, l'autre c'est Wonder Woman. Insomniac Games, ça ne concernera pas Spider-Man 2 qui a priori est quand même largement terminé, vu qu'il... Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un vrai retard de production? Franchement, j'ai un peu de mal à avoir des avis sur des problèmes qui touchent la société parce que je me sens pas légitime pour en parler. Après, ce que je pense, c'est que à partir du moment où les productions de jeux vidéo, les productions de cinéma, les productions de séries se recoupent sur pas mal de sujets et pas mal de choses, c'est logique que ça touche aussi le jeu vidéo, puisque les acteurs, on retrouve les mêmes acteurs, on retrouve les mêmes employés, etc. Et si on me dit que le prochain Wolverine sera repoussé de 6 mois et que ça permet de mieux faire vivre certaines personnes, moi personnellement je signe tout de suite. Donc après sur l'IA, il y a déjà des jeux vidéo qui utilisent l'IA. Je sais plus, le jeu du créateur de Rick and Morty. Ah oui. Ion Life. Ion Life, il me semble que les voix et certains assets graphiques utilisent l'IA. Et ils l'ont annoncé après la sortie du jeu. Donc c'est déjà un peu touchy, l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo. Après,
Je sais pas. Franchement, on verra. Oui, on verra. Wait on verra and see. si mais je serais pas étonné parce que de toute façon, oui, on retrouve les mêmes acteurs dans toutes les productions, donc ça concerne tout le monde finalement, quoi. En fait, pour moi, c'est important, au-delà du fait qu'on pense qu'ils doivent le faire, ils doivent pas le faire. Pour moi, c'est important qu'ils le fassent maintenant parce qu'il y a un tel élan à Hollywood en ce moment. Faut qu'ils profitent de se raccrochent au wagon. Voilà, faut qu'ils se raccrochent au wagon parce que ils auront potentiellement pas d'autre occasion en fait avec un tel écho médiatique et un tel séisme dans l'industrie de l'entertainment américain. Et s'ils ne se raccrochent pas au wagon maintenant, le jour, dans quelques années, où ils diront on aurait dû se défendre, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de faire entendre leur voix. Ce sera pire. Ou la révolution sera pire. Là tu vois, typiquement, il y a tous les acteurs de Breaking Bad qui sont hyper vocaux en ce moment sur tout ce qui se passe, qui participent aux grèves. Il y a plein d'acteurs stars d'Hollywood qui participent aux grèves avec les scénaristes et autres. Et il faut vraiment qu'ils rejoignent le mouvement maintenant. C'est maintenant ou jamais. Mais il me semble que ça touche pas que l'IA, ça touche aussi. C'est l'IA, un peu un tout. Il y a le streaming aussi, je crois, parce qu'il me semble que l'acteur de Breaking Bad se plaignait du fait de ne pas toucher d'argent sur. L'IA est la partie émergée de l'iceberg qui fait peur, en fait, parce que personne ne maîtrise. L'enjeu, c'est une meilleure répartition des revenus parce que les studios font énormément d'argent. Comme d'habitude, les PDG font énormément d'argent. Et c'est pas assez bien réparti pour les petites mains. Comme dans tout, comme toujours en fait. Et Robert Downey Jr. touche 50 millions parce qu'il joue Iron Man, mais le mec qui a écrit son dialogue, il touche 5 euros. Oui, c'est un peu ça. Bon ben voilà, on en reparlera parce que pour le moment ils ont jusqu'au 25 septembre pour décider de faire grève ou pas. Et si ils font grève, il y aura forcément des répercussions dont on sera amené à parler. Je voulais qu'on parle PlayStation, mais on va pas le faire parce que sinon Maxime va prendre toute la fin de l'émission. C'était pour vous parler de l'augmentation un peu surréaliste. Tu me fais venir pour que je pousse dégueulante. Mais voilà, j'ai l'occasion de pousser pousser une gueulante. C'était pour vous dire que les 25% d'augmentation du PlayStation Plus, on trouve ça scandaleux. Et je suis censuré. Voilà, tu es censuré, mais parce qu'en revanche, je vais te donner la parole sur le gros morceau du jour qui est Starfield. Starfield, souvenez-vous, juin 2018 à l'E3, on voit apparaître en fin de la conférence Bethesda à peu près 1 minute d'image dont on n'a rien compris, et là, tout le monde dit waouh, super, un nouveau jeu, une nouvelle franchise Bethesda. À l'époque, ça faisait 20 ans qu'on en attendait une nouvelle, ça fait 25. Elle est là, elle arrive aujourd'hui. Starfield, Maxime, Starfield, c'est quoi ? C'est vraiment Skyrim dans l'espace. Todd Howard, il l'a dit, de toute façon, il y a quelques années que c'était ça. Et en y jouant, moi, je ressens exactement les mêmes émotions, c'est-à-dire que tu ne vois pas le temps passer. Alors, c'est un jeu qui est fascinant à la fois pour ce qu'il est et aussi pour ce qu'il n'est pas. Puisqu'en fait, il y a quand même beaucoup de défauts qui seront peut-être rédhibitoires pour certains. Mais je pense notamment à la partie exploration. On nous vend une exploration de malade, il y a plus de 1000 planètes, etc. Mais en fait, l'exploration, c'est tu passes 7 heures dans ton vaisseau tout droit et il ne se passe pas grand-chose, soit tu fais du voyage rapide. Quand tu arrives sur les planètes, c'est quand même beaucoup de no man's land. Donc tu fais de l'exploration et du minage. Et donc du no man's land, donc les planètes sont quand même relatives pour la plupart très vides. Mais Todd Howard l'avait dit, que seulement 10% des planètes seraient habitées, donc on n'est pas étonné. Après, je trouve que la proposition au global, visuellement, en termes d'immersion, ça marche bien. Je trouve que l'histoire principale, elle est très, très, très maligne. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Les quêtes de faction, c'est super intéressant. Il y a plein de portes ouvertes quand tu joues qui t'amènent sur des trucs que tu pensais pas aller. Et rien que pour ça, ça marche. Je pense que tu peux passer 100 heures dessus facilement. Et rien que ça, déjà, ça veut dire que c'est réussi. Après, il y a des trucs qui vont pas. Je pense qu'on y reviendra après, mais je te laisse la parole. Alex, est-ce que toi, tu es capable de nous expliquer la trame ? La trame, Attention, tu as 30 secondes. Alors, en vrai, c'est très simple, puisque, comme l'a dit Maxime, pour moi, l'une des grosses qualités du jeu, c'est son histoire principale que j'ai trouvée largement au-dessus que tout ce que Bethesda a fait depuis bien longtemps. Donc, il y a toute une partie de la trame qu'on va pouvoir totalement éluder, puisque si on en parle, ça va un peu gâcher le plaisir de jeu des personnes. Mais tu es une personne lambda qui tombe sur un artefact étrange. On ne sait pas trop de quelle origine il vient. Il touche l'artefact, il a une vision bizarre et tu te fais embaucher par un groupe d'explorateurs qui s'appelle Constellation. Et à leur côté, tu vas partir à la recherche de tous ces artefacts pour rassembler toutes les pièces du puzzle. Et les artefacts ne sont pas du tout ce qu'on croit. Et moi, j'ai trouvé ça très malin de Bethesda. Je m'attendais pas du tout. En fait, je sais pas, j'arrive pas à savoir si
le scénario est vraiment excellent ou si c'est juste que je m'attendais pas de la part de Bethesda à quelque chose d'aussi malin. Mais il y a un énorme, il y a aussi quelque chose, on a dit, l'histoire principale est dense, les quêtes parallèles. Ah oui. C'est à peu près toutes les 2 secondes et demie qu'on vous propose des quêtes parallèles. C'est-à-dire que tu marches 10 minutes, tu as 5 quêtes qui s'ajoutent à ton truc. C'est hallucinant. Dès que vous parlez un PNJ. Mais même sans parler, des fois tu captes des conversations en passant à côté d'un PNJ et ça te fait apparaître une quête. Et au bout de 10 minutes, dès que tu te balades, dès que tu arrives dans un des gros hubs, des grosses villes, tu vas avoir une quête à la minute qui va apparaître. Et après, quand tu regardes ton journal de quête, c'est horrible. Alors moi, je suis le pigeon ultime pour toutes les quêtes parallèles. C'est-à-dire dès que j'en vois une, je dis ah ouais, ça a l'air super, je vais aller la faire. Je ne sais plus où j'en suis dans l'histoire principale alors que j'ai joué je ne sais combien d'heures. Ce qui m'a plu aussi, et ça devient très Bethesda, c'est la personnalisation de absolument tout, de le personnage, le vaisseau. Et je sais qu'il y a des gens qui ont déjà passé des heures. Moi j'ai fait Neymar. Voilà. Le perso ressemble à Neymar. Voilà, crête rose. On peut tout faire. Donc il y a des gens qui sont amusés à mettre Todd Howard dedans, qui sont amusés à mettre Johnny Depp dedans. Et donc voilà, donc toi tu mets Neymar. Moi je mets Neymar. Et pourquoi pas même sur les vaisseaux, il y en a qui sont amusés à faire le Falcon. Ouais, le Faucon Millennium. Moi, celui que j'ai trouvé super réussi, c'est, j'ai oublié son nom, mais l'avion d'Halo aussi. Ouais. Ah, ils ont mis l'avion d'Halo dedans. Ouais, ils s'amusent, les gens s'amusent. Mais les gens s'amusent. J'ai vu des mods où ils mettaient dans la lampe torche la tête de Phil Spencer. Aussi, de toute façon, ce jeu-là va durer dans le temps grâce au mod. Comme tous les jeux Bethesda en réalité. C'est-à-dire que le jeu sort aujourd'hui officiellement, mais il est disponible depuis le 1er août le 1er septembre en accès anticipé. Et tu as déjà plus de 500 mods disponibles, des mecs qui rajoutent des trucs. C'est hallucinant, quoi. C'est extrêmement dense, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement dense. En revanche, il y a aussi, il faut bien le dire, des points faibles qui sont très, très Bethesda. Alex, notamment l'IA. Il faut avoir fait la paix, une paix intérieure avec soi-même et se dire que ça reste un jeu Bethesda qui est dans son jus et que Bethesda n'a pas tenu compte de tout ce qui s'est passé dans le monde vidéoludique. En fait, on a l'impression que Bethesda regarde pas ce qui se fait chez les concurrents. Ils font leur tambouille comme ils la faisaient il y a 10 ans. Une fois qu'on a fait la paix avec cet état de fait, je pense qu'on apprécie beaucoup plus Starfield. Donc oui, ça veut dire une IA un petit peu désastreuse, des animations faciales pas terribles, les combats, un dynamisme des combats qui est pas génial et une interface d'inventaire qui donne envie de se pendre, de mourir, de tout vendre. Mais d'ailleurs, j'ai vu hier soir que, bien évidemment, on en parlait, les modeurs ont déjà fait une optimisation de l'interface de l'inventaire. Pour que tout soit... Ouais, mais c'est dommage de se dire que Bethesda n'apprend pas... Non seulement ils ne regardent pas ce que font la concurrence, mais en plus ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Parce que tous ces défauts-là, en fait, c'est des défauts qui sont récurrents à chaque jeu, dans tous les Elder Scrolls. Genre, au bout d'un moment, tu te dis qu'ils vont... Même les Fallout, d'ailleurs, ça ne se limite pas aux Elder Scrolls. Tu te dis qu'au bout d'un moment, ils vont... comprendre. Ouais, ou au moins essayer d'améliorer un peu les choses et d'apprendre de leurs erreurs. Non, ça n'a pas l'air de les intéresser plus. Est-ce que vous n'avez pas eu un paradoxe dans ce jeu, justement, entre ce côté un peu rétro de l'IA des personnages, que je ne trouve pas, comme tu dis, à l'époque actuelle, on s'attendait à mieux, mais en revanche, les paysages sont magnifiques. Mais c'est un jeu qui est bourré de paradoxes, parce que, en fait, quand je reparle des combats parce que pour moi c'est le gros point noir. En fait, dès qu'il faut se battre dans le jeu, moi j'ai envie de me tirer une balle. C'est pénible. Parce qu'en fait, mais heureusement tu peux utiliser la persuasion sur beaucoup de situations pour éviter les combats. Mais parce que les combats sont bidons, il n'y a pas de sensation de tir. Les ennemis ont des barres de vie interminables, donc c'est débile. Et les munitions, t'as limite une arme, un type de munition, ce qui fait que tu es toujours en manque de munitions. Quand tu en ramasses sur les gens, c'est jamais celle de ton arme. Quand tu en ramasses je comprends pas comment tu peux à la fois mettre du réalisme chiant, parce que c'est vraiment chiant. La gestion des armes est pénible. Et à la fois proposer des trucs aussi arcade où tu te contentes de tirer. Donc c'est un jeu qui est bourré de paradoxes. Visuellement, moi je trouve ça très très joli. Il est magnifique, moi je trouve. Sauf d'ailleurs, les personnages, parfois, je suis un peu sceptique. Ils ont un côté rétro, mais l'ensemble est prenant. Leur modélisation au niveau des tenues, c'est quand même assez bluffant. La texture des tenues est quand même assez bluffante. Et je ne sais pas si vous passerez l'extrait, mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à rassembler des milliers de patates dans sa soute et dans la soute de son vaisseau, parce que quand vous mettez des objets dans le vaisseau, ils ne disparaissent pas, et quand tu ouvres la porte, tu as toutes les patates qui tombent une par une. Chaque patate a son propre comportement physique. C'est assez bluffant, quoi. Je ne m'attendais pas à un tel niveau graphique pour un jeu Bethesda, parce qu'on sait que c'est une de leurs chimères, c'est les bugs et compagnie, et là
en termes de bugs, j'ai rien vu pas de bug. Moi, j'ai pas eu de bug. Moi, j'en ai eu un qui était extrêmement gênant. Pour une mission vers la fin du jeu, comme je joue sur PC, mon clavier et ma souris se déconnectaient toutes les 3 secondes, mais en dehors de ça. Mais de toute façon, ils nous avaient plus ou moins prévenu qu'il y aurait normalement moins de bugs, puisque maintenant qu'ils ont été rachetés par Microsoft, il y a Microsoft qui a envoyé un gros renfort de QA, de tests de bugs, et on nous avait assuré. Alors après, les promesses de Bethesda n'engagent que ceux qui y croient, mais on nous avait dit qu'il y aurait moins de bugs, et force est de constater qu'au moins ils ont tenu leurs promesses sur ce côté-là. On est sur une version 1.7 à la sortie quand même. Oui. Il faut pas oublier ça. Donc je pense que Phil Spencer, qui nous avait dit qu'il jouait depuis le mois de novembre et qu'il y avait je sais pas combien d'heures quand on l'a vu au mois de juin, je pense que s'il y a un bug, c'était impossible que ce jeu sorte avec des bugs. C'est un peu justement la différence. Est-ce que c'est le jeu que vous attendiez ? Moi, oui, puisque je me suis jamais attendu à ce que ça soit un No Man's Sky comme c'était le cas de beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui grognent un petit peu. No Man's Sky qui était très mauvais à sa sortie, on le rappelle. Ah oui, qui aujourd'hui est peaufiné. Au-delà d'être mauvais, c'était une arnaque, c'était une formule mathématique à ça. C'était scandaleux à sa sortie. Pour moi, c'était même un mensonge, puisque Shenmue nous avait clairement vendu. Ça a été condamné de toute façon. Ouais. Ça a été reconnu comme un mensonge. Bah écoute, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, donc. Mais ça, comme il y a des gens qui croient à Star Citizen, mais ça. Chacun ses problèmes. Chacun ses combats. Voilà, si vous avez des alternatives à Starfield, vous avez le mensonge No Man's Sky, mais prenez la version avancée, ou l'Arlésienne. Le blanchiment d'argent. Star Citizen. Maxime, c'est le jeu que t'attendais ? Toi qui n'aimes jamais rien. Alors, pour être tout à fait franc, moi je fais partie des gens qui n'attendent pas grand-chose, vu que je suis fan de rien, et qui adorent être surpris. Donc je n'attendais rien de Starfield, je faisais même partie des gens qui pensaient que ça allait être... un bid. Un bid, parce que Fallout 76, parce que Bethesda, parce que machin... Et en fait, non, j'ai exactement eu ce que je voulais, c'est-à-dire donc passer des heures sans m'en rendre compte. Je trouve que c'est un point positif quand on joue. Et surtout, il y a quand même des moments mémorables dans le jeu, je trouve. Il y a des missions qui sont la campagne principale. Il y a des missions qui sont vraiment, je pense que je les oublierai jamais en fait, qui vraiment m'ont marqué. Alors bien sûr, comme je le disais, l'exploration c'est un leurre. Les combats c'est problématique. Mais je trouve que la proposition globale, elle est réussie et c'est une bonne exclue pour Microsoft. C'est vraiment, pour moi, ils jouaient gros quoi. Si Starfield avait été raté, Microsoft, je sais pas ce qu'on aurait dit. Ils s'en seraient parmi, je pense. Ça aurait été autant Bethesda, ils s'en foutent. Ils ont mis 50 générations à l'abri avec le rachat, donc ils s'en foutent. Ouais. Mais Microsoft, ils jouaient vraiment gros et je suis content pour eux parce qu'ils méritent. Je pense que Xbox mérite un jeu comme Starfield. Et on le voit, il y a une hype, il y a un engouement. Alors il y a certains qui jouent un peu qui jouent un peu dessus pour taper dessus. Oui, mais c'est de bonne guerre, c'est une exclue de la concurrence. Mais en tout cas, je suis content pour eux et c'est pas le jeu du siècle, ce sera pas le jeu de l'année. Mais en tout cas, je trouve que globalement, dans ce qu'il propose, c'est très réussi. Il fait le job. En fait, c'est un jeu sur lequel tu reviendras avec plaisir dans plusieurs années, sur lequel tu aimerais bien revenir avec la communauté de modeurs qui va faire un travail de fou dessus. Parce que c'est au-delà de tout ce que Bethesda a mis en place. Le vrai intérêt du jeu, c'est que ça reste un bac à sable géant pour les gens qui sont motivés et un minimum créatifs. Parce que comme le disait Maxime, le but, c'était un peu de répliquer l'espace tel qu'on le connaît, c'est-à-dire que 90% des planètes, c'est des terres arides. Comme dans la vraie vie. C'est ça, en fait. C'est la vraie vie. On n'est pas cosmonaute, mais je pense que si on explorait 10 planètes autour de nous, 90% serait rien, quoi. Et finalement, c'est ça, quoi. Mais ça fait que c'est des bacs à sable merveilleux pour les gens qui sont un peu créatifs. Ils peuvent se dire, je vais prendre cette planète-là sur les 1000 qui sont disponibles et je vais faire ma petite histoire dessus. Je vais faire un parc d'attraction. Parce qu'en plus, en termes d'ambiance visuelle, tu as vraiment des trucs totalement différents. Faire des trucs de fou, quand même. La créativité va être importante. Je disais, c'est No Man's Land, mais tu as quand même envie de te balader. Parce que c'est beau, parce que... Il y a quelque chose d'hypnotisant dans ce jeu. Ouais, en fait, moi, j'ai, comme vous, moins d'heures, mais beaucoup d'heures dessus. Je m'arrache les cheveux sur certaines choses. Et il y a quelque chose d'assez fascinant qui donne envie de continuer. C'est énorme. J'ai l'impression d'être submergée par ce jeu, tellement il y a de choses à faire dedans et de me dire, je ne sais pas par où commencer. Mais je trouve qu'il a réussi ce pari de nous faire rester. Et en effet, je pense que c'est le jeu où on va revenir en se disant à chaque fois qu'on est perdu, on ne sait pas où on en est, mais on reviendra. Donc voilà, c'est Starfield, c'est disponible. Il y a vraiment un sentiment de reviens-y. Ouais, c'est disponible sur PC et Xbox Series depuis aujourd'hui pour le commun des mortels. Pour ceux qui ont le Game Pass, n'oublions pas que c'est aussi un jeu Game Pass.
Donc si vous avez le Game Pass et que vous vous demandez ce que c'est, ça vaut le coup de tester. Messieurs, on va finir très vite avec la partie jeu parce que vos recos de la semaine m'ont fait bien marrer. Tout de suite, c'est à quoi on joue. Maxime, Oui. où est ton épée? Alors toi, tu vas nous parler de Vanguard et Maxime me fait, je vais parler de Vanguard. Je n'avais absolument pas entendu parler de ce jeu. Bon, Vas-y. pourtant, c'est un jeu français. De quoi ça parle? Mais oui. Il a eu une petite hype pendant le dernier Steam Next Fest. Mais oui, mais je suis avec complètement... la démo qui a été téléchargée pas mal de fois. Comment résumer ça? Si tu faisais un jeu Zoro, je pense que tu ferais Vanguard. En termes de, en gros, déjà, le nom annonce c'est la couleur. vraiment un jeu de cap et d'épée. Et exactement, c'est marqué. On vient de voir Panache et c'est un jeu qui a du Combattre panache. avec Panache. Alors c'est un petit jeu, hein, je crois que c'est 4 chapitres. Franchement, en une après-midi, on en fait le tour. Mais la proposition de gameplay, je la trouve super maligne en fait. C'est Trois mousquetaires, ton affaire là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un jeu de cap et d'épée. Les mécaniques de gameplay font que c'est des parades. Tu utilises le décor pour battre des différents types d'ennemis qui se protègent différemment. Et c'est super malin et c'est classe. Enfin, il y a un côté beau jeu. Les images sont plaisantes. Dans ce qu'il faut faire. L'héroïne, elle est sympa parce qu'elle brise le 4e mur. Genre, si tu tombes ou si tu meurs, elle va faire un petit commentaire sympa. Franchement, c'est un petit côté pétillant que j'aime bien. Et ça mériterait pour le coup, un jeu un peu plus ambitieux, je pense. Parce qu'il y a de vraies bonnes idées. Et ouais, c'est un jeu qui a du panache. Et franchement, je le recommande. En plus, c'est français. Donc voilà. Et en plus, pour le coup, c'est original parce que le genre KPDP, même au cinéma, même en série, on peut pas dire que ça soit très, très populaire à l'heure actuelle. Donc, ça permet de mettre la lumière sur un genre qui, à l'époque, fut... Parce que Zoro, c'est quand même un personnage qui parle à tout le monde. Donc, je trouve que c'est vraiment cool comme jeu, quoi. Ben voilà, Vanguard, c'est disponible. C'est juste dommage que ça soit disponible que sur PC. Ça mériterait une sortie sur le GameSs, par exemple, une sortie Switch. Parce que la Switch pourrait faire tourner un jeu comme ça. Et voilà, ouais, moi j'aime bien. Et bien voilà, la reco de Maxime, Vanguard sur PC. Et alors, Alex, toi, c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu quand j'y avais joué la première fois, qui sort là, c'est Chains of Scénar. Jeu français, oui, également. Et voilà, on a fait du franco-français aujourd'hui, c'est magnifique. Un jeu très particulier, la DA, j'avais adoré. Raconte-nous, vas-y, petit pitch. C'est très inspiré de Mobius, il s'en cache pas au niveau de la DA. C'est un jeu de puzzle linguistique. Donc on est dans un équivalent de la tour de Babel où on va rencontrer 5 peuples différents qui sont chacun à leur étage et qui ne peuvent pas sortir de leur étage. Chacun est compartimenté. Et on incarne le voyageur qui va voyager à travers ces niveaux. Et le problème, c'est que chaque peuple a sa propre langue, donc qui est représentée par des idéogrammes. Et c'est à nous de trouver à quoi correspond tel idéogramme pour comprendre ce qu'on nous dit, ce qu'on doit faire pour avancer. C'est extrêmement intelligent, c'est hyper original comme jeu de puzzle. Et ce qui est génial, c'est que le jeu te laisse vraiment faire tes propres déductions, c'est-à-dire que tu peux écrire tes propres notes sur un mot que tu penses être bon. Il y a vraiment une intelligence entre les différentes langues parce que va y avoir des mots en commun, va y avoir des mots un peu différents. Il y a des mots qui sont pas dits de la même façon d'une langue à l'autre, mais qui ont le même sens. Il y a des règles grammaticales qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a certains où ça va être un peu basique, ça va être moi, toi, suivre moi, alors qu'il y en a un autre où ça va être suivre toi, moi. Et il faut que tu apprennes pour chaque langage à vraiment avoir les codes linguistiques de chaque langage pour comprendre comment tu dois déchiffrer les choses. Et c'est vraiment très, très prenant. C'est une dizaine d'heures, donc c'est pas grand-chose. Il y a malgré tout plusieurs fins différentes, donc il y a pas mal de rejouabilité. C'est vraiment un jeu très très intelligent et j'ai vraiment beaucoup moi, aimé. J'ai bien aimé ce côté traduction, c'était très sympa. Bon, moi j'avais un autre jeu à vous parler, mais on en parlera la semaine prochaine parce qu'on n'a plus de temps. C'était aussi un jeu français, c'est Under the Waves, et que je vous recommande. On en parlera plus en détail la semaine prochaine. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Maxime, t'es un peu comme à la maison maintenant. Mais je suis déçu parce qu'on censure. Et tu reviendras, tu seras obligé de revenir. De manière vestimentaire en plus et de manière orale. Bon voilà, si vous voulez suivre les tribulations de Maxime, toujours sur Numérama. Alex, merci d'être venu. Pas de soucis, voilà, un plaisir. on te retrouve sur Gamecult avec un très bon dossier dont on n'a pas le temps de parler sur Plateau, dont je vous recommande la lecture sur toute l'histoire des MMO, des RPG et compagnie. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, en décalé le vendredi cette fois, parce que normalement, si tout va bien, je touche du bois, on a une belle surprise pour vous à la clé.
En attendant, eh bien, il y a le replay partout sur YouTube, sur le site, sur la chaîne Tech & Co en multidiffusion et sur la plateforme RMC BFM. Et puis, on se dit à très vite. Jouez bien, il y a plein de choses à faire.